Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Arthur Herlin, qui est reporter et vaticaniste à Paris Match et qui vit à Rennes. Bonjour Arthur. Bonjour Alice. Et qu'est-ce que ça signifie en fait d'être vaticaniste? Eh bien, vaticaniste, ça signifie que je m'intéresse au Vatican, je décrypte le Vatican, j'explique le Vatican, parce que c'est un univers assez opaque et assez compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le fréquenter. Tu reviens de 2 semaines de voyage avec le pape en Afrique pour Paris Match. Tu as été tout de même confronté à des conditions de vie extrêmement difficiles lors du voyage papal. À quel point en fait cette expérience transforme-t-elle en fait ton regard sur le rapport au logement et au confort matériel? C'est une excellente question. En fait, je dois dire que ça me bouleverse un petit peu parce que lorsqu'on voit l'état de certaines villes d'Afrique ou ailleurs dans le monde, quand on revient ici, par exemple dans un quartier comme ça, quand on voit la beauté à la fois des maisons, les portails, les petits jardins, la route, tout est propre et nickel, en fait, on a du mal à se l'expliquer comment on arrive à ce niveau-là, comment l'écart peut être aussi grand et en fait tout devient un miracle. Et je pense que la première chose qui me frappe quand je reviens en France, c'est la chance qu'on a, évidemment. Ça paraît un peu banal de le dire, mais de voir toutes ces choses alignées. On a l'impression que c'est acquis, que c'est facile. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Et puis à la fois, on se rend compte qu'il a fallu des siècles et des siècles d'organisation et de travail pour en arriver là. Complètement. Et durant ce voyage avec le pape, là, pendant 2 semaines, est-ce qu'il y a des moments en particulier qui t'ont marqué? Ouais, il y en a de nombreux. Je pense en premier lieu à l'une des dernières visites du pape du voyage. Il s'est rendu dans une prison en Guinée équatoriale, la prison de Bata. Et c'est l'une des pires prisons au monde. On sait qu'une partie de la population sont des prisonniers politiques. Ça sentait mauvais, l'urine, la saleté, etc. Et c'était assez étrange parce que les prisonniers avaient été habillés proprement en combinaison. Ils exécutaient une danse. C'était vraiment Pour un la peu glauque. réception. Voilà. Et quelques minutes après le discours du pape, il s'est mis à pleuvoir et le pape leur a dit ça c'est le signe de la présence de Dieu qui est toujours à vos côtés, etc. Un discours que les prisonniers n'avaient jamais entendu. J'imagine. Et spontanément, ils se sont mis à danser sous la pluie et à crier Libertad, Libertad, Libertad. Et franchement, on s'est regardé avec les journalistes et on a trouvé que cette séquence était digne d'un film, quoi. C'est Très, incroyable, très fort. c'est incroyable. Donc en fin de compte, vous avez fait combien de pays? Eh bien, on est arrivé en Algérie, ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait en fait un journaliste Pendant ce Paris voyage Match pendant ce voyage? Disons que notre rôle, c'est de transmettre les événements qui entourent cette visite du pape, de transmettre la parole du pape aussi, et puis tous les événements, disons, annexes, imprévisibles. On va devoir raconter tout ça au public français. Et donc en fin de compte, tu es dans ta chambre d'hôtel, et puis tu écris. Non, alors il y a plein d'événements qui viennent rythmer les journées et normalement on s'inscrit pour y assister et on assiste à un maximum d'événements pour pouvoir regarder tout en réel. Et moi j'ai la chance d'être un hebdomadaire, donc j'ai pas un temps, disons, imposé pour la publication. Je dois écrire des papiers, alors évidemment il y a Internet, mais j'ai quand même le luxe de pouvoir assister aux événements, de pouvoir bien observer ce qui se passe, de pouvoir rencontrer les populations. Puis le soir, quand on rentre, on va en salle de presse, on envoie nos papiers, on écrit aussi à notre rédaction, etc. Mais non, généralement, on reste très peu de temps à l'hôtel parce qu'on commence très tôt le matin, vers 4h, 5h du matin, on est présent sur les divers lieux où vont avoir lieu les événements. Et puis voilà, on court un peu partout, quoi. Oui, Là, bien sûr. En Afrique, on a pris, il faut imaginer, on a pris 18 avions 18 avions. en 10 jours, ouais. C'est un peu Tintin et reporter. C'est ça. Est-ce que tu avais été inspiré ou pas quand tu étais petit par Tintin? Non, absolument pas. Je suis pas un grand lecteur de Tintin. Je pense que quand j'ai fait mes études, j'ai découvert un reporter de guerre qui s'appelle Patrick Chauvel. Et lui m'a inspiré énormément, un reporter de guerre qui à la fois allait rencontrer Bob Marley et qui ensuite allait au Nicaragua
observer la guerre civile. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ok. Concrètement, quand on couvre un voyage avec un tel niveau de sécurité, avec un tel niveau de protocole, et ben après ça ressemble à quoi le quotidien en coulisses? Ah, le quotidien en coulisses ici, ça ressemble finalement à une vie, disons, tranquille, parce que quand on revient d'un voyage pareil, on a juste envie de retrouver et du calme, de profiter de sa famille, de retrouver de la tranquillité, de la nature aussi. Et c'est ce que j'aime à Rennes, c'est que en quelques minutes, on se retrouve à la fois dans la campagne, au bord de la mer, dans la forêt de Brocéliande. Enfin voilà, c'est Complètement. On est dans un des quartiers hyper recherchés ici à Rennes, quartier Saint-Hélier. C'est vrai qu'il y a une mixité entre le neuf et l'ancien. Ça vous a plu? Bah, c'est exactement ça. C'est le neuf et l'ancien. Moi, ça résume à peu près toute ma vie. C'est ce que j'aime. J'aime le croisement des univers, le croisement des ambiances. Et ici, il y a des nouveaux immeubles. Moi, j'habite moi-même dans un immeuble assez récent, mais on va retrouver l'église Saint-Hélier du 15e. On va retrouver cette communauté religieuse qui gère un hôpital et qui a un couvent pareil du 18e, 19e siècle. Et un petit clocher. On va avoir des maisons qui sont très très belles et qui ont abrité des classes populaires et qui aujourd'hui sont des maisons un peu bourgeoises avec des jolis jardins, des jolies devantures. Donc c'est exactement ça que je recherche. Et puis surtout, en plus, l'emplacement. Parce que c'est vrai qu'on a quand même cette proximité avec la gare. J'imagine qu'en tant que reporter journaliste à Paris Match, il y a pas mal d'allers-retours pour aller prendre soit le train, puis l'avion, aller à l'aéroport, à Paris, etc. Voyager dans le monde entier, l'emplacement est primordial. Bien sûr, c'est primordial. En 10 minutes, je suis à la gare et ça, c'est vraiment essentiel. Quand j'ai cherché un appartement, je voulais à la fois cette proximité avec la gare, je voulais aussi pouvoir, comme je le disais, partir rapidement de Rennes. Et puis, je voulais aussi ce contact avec l'histoire, avec les églises, avec Saint-Hélier et puis avec Sainte-Thérèse qu'on va voir un peu plus tard. Complètement, parce que c'est vrai que tu couvres des lieux qui sont marqués par l'actualité, comme le Vatican, ça c'est sûr. Quand tu reviens à Rennes, qu'est-ce que tu ressens en retrouvant une ville qui est quand même à taille humaine et en pleine transformation? Je pense que déjà Rennes offre quelque chose qui est, ça peut paraître bizarre, mais un peu proche de Rome aussi. C'est-à-dire quand on revient de voyage avec le pape, d'abord on atterrit à Rome et on a cette douceur de vivre, on a des rues qui sont assez calmes avec peu de monde, etc. Et donc revenir à Paris après ça, ou je ne sais où, à New York ou à Londres, ça peut être aussi un peu épuisant. Moi, ce que j'aime quand j'arrive à Rennes, c'est que je vais être aussi en dehors du contact du Vatican, du Saint-Siège. Donc je vais vraiment pouvoir couper. Je vais pas non plus retourner à Paris auprès de ma rédaction, etc. Je vais vraiment être dans un cocon. Ouais. Et cette petite vie simple, en allant chercher les enfants à l'école, en faisant le marché de la place des Lys. Très beau marché où en effet on peut trouver plein de produits complètement divers, mais surtout des produits locaux du territoire, de la Bretagne, parce que c'est vrai que la Bretagne est ici à proximité de Rennes. On a quand même aussi pas mal d'industries, d'artisans, de terres agricoles et la pêche également. Qui est très riche et qui enrichit justement et qui fait que Rennes aussi attire. Oui, tout à fait. Faut pas oublier que c'est vrai que sont attendus quand même plus d'1 million de personnes pour d'ici 2032 en Bretagne. Dans ton métier, c'est clair qu'il faut flairer les tendances avant tout le monde. Si Rennes était un sujet pour Paris Match, aujourd'hui, qu'est-ce qui illustre le plus son dynamisme? C'est une question complexe, mais ce qui illustre pour moi son dynamisme, ce qui permet en tout cas de le relever, c'est déjà l'évolution de l'urbanisation. On voit, déjà on parle beaucoup en ce moment de la dalle du centre-ville qui est en train d'être retirée pour permettre de découvrir la Vilaine. La Vilaine, tout à fait. Ça illustre déjà énormément le dynamisme de la ville, sa transformation, sa mutation. Moi je me souviens quand je suis arrivé à Rennes, j'ai été surpris par la beauté de la place Saint-Germain ou de certaines rues du centre-ville, de l'hypercentre. Et j'avais regardé des photos de Rennes et du centre-ville, de la place Saint-Germain avant ces mutations. Et j'ai remarqué qu'il y a eu un moment où il y avait des quartiers qui n'étaient pas si jolis que ça. Donc je pense qu'il y a maintenant une sorte d'orientation de la municipalité à rendre la ville plus belle encore, plus pratique, plus facile d'accès pour tout le monde.
Et ça, je trouve que c'est vraiment l'apanage des villes modernes. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du métro aussi, cette ligne B qui a fait aussi que certaines zones sont plus faciles d'accès, l'accès aussi au transport direct à la gare. Et c'est vrai qu'on a au niveau de Rennes, un peu plus au nord, le quartier qui est Fougères-Sévigné. Il y a quand même 50 ans, dans ce coin-là également, s'il y avait des fermes. Oui, complètement, mais même tout près d'ici. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais regarde, il y a 5 minutes, on était sur la rue Saint-Hélier, avec les bus, le trafic et tout ça. Et en quelques secondes, voilà, on est dans un endroit semi-piéton, les voitures cohabitent avec les vélos et les habitants. Et puis on entend les oiseaux, il y a tout un calme qui se pose. C'est pour ça que le métro nous. Mais c'est clair qu'ici, voilà. Qu'est-ce qu'on entend ? Les oiseaux. Les oiseaux. Ouais. On est juste à côté quand même de la gare, parce que souvent les gens disent même à proximité de la gare, etc., ça m'effraie, on entend, etc. Sauf si là il y a une grève de la SNCF. Ouais. Non, je dois mais dire, là on n'entend rien. Moi j'entends les trains un petit peu le matin qui viennent, disons, me donner le top que c'est le début de la journée, voilà. J'entends vers 6-7 heures. Et puis c'est tout, quoi. J'entends rien du tout. Naturellement, on peut entendre les bruits des transports, etc. En revanche, qu'on constate ici, quartier Saint-Hélier, c'est le calme plat. On a retrouvé il n'y a pas très longtemps une bombe dans une école, dans des chantiers qui avaient commencé. Et ça m'a tout de suite rappelé qu'effectivement la gare avait été bombardée en 1944, qu'il y avait eu nombreux morts d'ailleurs. Ça avait marqué la ville de Rennes. Et parmi les morts, il y avait une jeune femme qui était la sœur d'un personnage de Rennes qui s'appelle Marcel Callot. Et j'avais lu en lisant la biographie de Marcel Callot qu'il avait perdu sa sœur dans ce bombardement. Et donc en fait, être dans ce quartier qui est à la fois près de la gare, où il y a eu, qui a été libéré par les Américains, où il y a eu ce drame et où il y a eu une présence catholique forte, et ben c'est quelque chose qui me fait me sentir en harmonie. Et en fait là, tu rentres dans l'hôpital, tout ça c'est l'hôpital moderne, mais derrière l'hôpital moderne, vous avez 2 secondes ? Oui, bien sûr. Venez, on va voir. Tu vois, dans le vitrail, on voit la main avec ce cœur en flamme. Ça, c'est le symbole des Augustiniens. Ah ok, ah oui, je le vois. La communauté à laquelle appartient aussi le pape Léon XIV. On le répète, quartier Saint-Hélier, et on n'a pas du tout l'impression d'être à Rennes. Ouais. Palmier, une architecture qui est aussi différente. C'est vrai qu'on va aller dans un autre quartier, on va aller essayer de voir une autre approche architecturale. Et allez, on vous emmène. Là, on est dans un autre quartier de Rennes, au niveau de la rue du Pont des Loges, qui est juste à notre droite, et qui s'appelle également l'île de la Californie. C'est vrai qu'on voit que Rennes... C'est pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas pourquoi, mais je vous garantis que je vous donnerai la réponse d'ici peu. Rennes change beaucoup, évolue, se transforme, attire énormément. Est-ce que tu penses qu'une ville, elle peut grandir sans perdre son âme ? C'est une question quasi philosophique, mais je dirais que moi qui ai vécu à Rome 6 années, je crois qu'une ville peut grandir tout en gardant son âme. Et d'ailleurs, c'est le fait que la ville ait grandi qui lui a permis de retrouver son âme, parce que toutes les ruines romaines avaient été exhumées, recouvertes par les habitations modernes. Et c'est fin 19e et début 20e que tout a été exhumé et encore aujourd'hui mis en valeur. Il y a une dernière ligne de métro à Rome qui a été ouverte et qui a, au lieu de détruire des sites archéologiques, a complètement épousé ces sites archéologiques, une caserne de l'empire romain, etc. Et je pense que ici c'est la même chose. On voit que ces dernières années, la ville de Rennes a remis en valeur la place Saint-Germain, comme on disait tout à l'heure. Là est en train aussi de libérer la Vilaine. Et là autour de nous, on voit aussi que effectivement il y a des habitations assez modernes, mais il y a vraiment un panorama. Ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, cette mixité entre le neuf là que l'on voit et l'ancien qui est juste derrière, c'est chargé d'histoire. Rennes est chargé d'histoire. Rennes est chargé d'histoire et le quartier qu'on s'apprête à traverser particulièrement. On va voir qu'il y a aussi la présence d'Odorico, qui est cet artiste italien qui s'est installé à Rennes, qui est un mosaïste
Et on retrouve ces mosaïques partout en France, notamment à Notre-Dame de Fourvière à Lyon, mais aussi dans certaines piscines début 20e. Comme justement la piscine La piscine Saint-Georges. Saint-Georges, tout à fait. Regarde ça là, Ouais, derrière. c'est superbe. Non, effectivement, on n'a pas du tout l'impression d'être à Rennes. Là, on a l'impression qu'on pourrait se promener Ah, mais en barque. on est, Venise de Rennes, quoi. Ouais, quasiment. une autre richesse en effet de Rennes quand même, parce qu'on est à proximité, on a la ville comme Saint-Grégoire, Cesson, Sévigné, où en fin de compte, il y a aussi plein d'activités, sans compter en effet aussi sur le Stade Rennais. Ah bah oui. Alors là, il y Le a Stade des Rennais. questions autour du Stade Rennais qui sont quasiment polémiques puisque le stade doit être refait, agrandi. Agrandi. On ne sait pas si on va agrandir l'actuel ou en construire un nouveau. Exactement. Mais est-ce que d'ailleurs être proche d'un stade comme le Stade Rennais, ça baisse la valeur de son logement? Ah bah nous, C'est ce que on je a me pose. pu également mettre une maison dans le Stade Rennais. La prise de valeur là-dessus, on est sur un très bon emplacement. Oui, il peut y avoir du monde, mais c'est pas non plus tous les soirs. Ouais. Famille de sportifs, c'est l'aubaine quoi. Il faut juste à traverser la rue. Ah bah complètement. Ouais. Alors, tu parles d'activité et de dynamisme, mais là, on se retrouve devant l'un des derniers moulins à eau encore actifs de France. Alors, je connais pas exactement tous les détails, je connais pas leur activité, mais je sais que des camions, des poids lourds sortent d'une grande porte et je sais qu'ils font de la farine, je crois une farine bio, quelque chose de ce genre. On sent que voilà, il y a une activité à la fois assez riche et en même temps c'est un lieu très ancien. Voilà, on voit les briques rouges, tout ça, ça a pas l'air dater d'hier. Bah, c'est ça qui fait également, c'est ça l'attractivité de cette capitale bretonne. Ouais, tout à fait. Et là, justement, on passe la passerelle Odorico. Et tu sais que il faudrait aussi quasiment parler de ce lycée Émile Zola. qu'on aperçoit, le lycée Émile Zola, qui s'appelle Émile Zola. Tu sais pourquoi? Tu sais pas. Mais parce que c'est dans ce lycée qu'a eu lieu le dernier procès de l'affaire Dreyfus. Ah. Et donc Émile Zola, j'accuse, qui a pris la défense publiquement de Dreyfus. Et on a sur le fronton, sur le portail tout autour, on a des photos noir et blanc du procès Dreyfus. Donc c'est un lieu en fait chargé d'histoire. Mais c'est un beau bâtiment. Hein. Ouais, il est grand. Tu vois les photos, t'es à l'endroit où tu te poses là, où tu vois la photo, tu vois que juste là est passé Dreyfus. Quoi. C'est assez, moi je trouve ça assez incroyable. Quoi. Ouais. T'as des lieux en centre-ville aussi où il y a écrit que Charles de Gaulle est entré au moment de la débâcle en 1940 et passé à Rennes pour prendre un peu, tu sais, la température et savoir s'il y avait une résistance possible encore aux Allemands. Et il a séjourné dans un des hôtels particuliers du centre-ville, quoi. Non mais il s'est passé tellement de choses ici, c'est un truc de fou. L'histoire de Rennes et de la Bretagne de manière générale. Là, je tiens à te faire remarquer là cette maison du 19e siècle qui est absolument remarquable. Ouais, j'adore cette maison. En fait, c'est vraiment un des repères de ma balade ici. Je trouve que cette maison 19e, fin 19e, donne une identité à tout le quartier. Elle est magnifique, on entend les oiseaux, on entend le calme, on est en plein centre-ville, on entend aussi le moulin à eau derrière. Et franchement, elle est hyper particulière avec cette tour, ces décorations. On est vraiment à 2 pas de la rue Saint-Hélier, boulevard de la Liberté, où là, c'est le centre historique. On a un lien aussi, en fait... Oui, puis c'est une maison assez luxueuse, donc ça donne aussi un sens à l'histoire de Rennes. On comprend que... fin 19e, il y avait des populations qui pouvaient se payer ce genre de logement et qui donc avaient fait fortune avec une entreprise ou une autre. Au fil du temps, des business autour de la puissance, l'énergie que fournissait la Vilaine. Manufacture de cuir, il y a eu du métal, il y a eu l'imprimerie, tout à fait, l'imprimerie Auberture qui imprimait des billets de banque pour la France. Regarde, ah ouais, mais ça, là je voudrais toucher un mot sur les pêcheurs, tu vois. Boum. Voilà, et ce que j'aime dans cette promenade, c'est qu'on passe à plusieurs reprises autour de la Vilaine, et que pour moi, ce qui fait aussi la ville de Rennes, ce sont ces pêcheurs. On voit plein de pêcheurs partout, des jeunes garçons qui ont à peine 12 ans, 13 ans, et qui sont là avec leur bicyclette posée sur le côté et qui montent des poissons. À toute heure de la journée ou à chaque jour de la semaine. Il y a une histoire qui est tellement énorme sur la ville. Ouais. Là, c'est vrai qu'on va aller voir la maison d'Odorico. Ouais. Voilà, aujourd'hui sur les maisons, on voit des façades qui sont marquées par ce mosaïsme. Ouais, tout à fait. Des maisons, des lieux publics, des piscines, on disait, des monuments. Odorico a vraiment marqué le début du XXe siècle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, son fils Odorico, je ne sais plus son prénom, italien, a été footballeur au Stade Rennais dans les années 60, il me semble. Rennes Ouais. et un tremplin aussi. Les footballeurs. Les footballeurs, on les Ah ouais. retrouve dans le Bah, monde bien sûr. entier. Enfin, Dembélé, Désiré Doué. Combien ont-ils été à être passés à Rennes? Alors, tu veux voir une mosaïque Odorico? T'en as une juste là. En fait, c'est un pilier d'un garage. Ici, c'était l'entrée d'un garage Peugeot. Et là, on arrive sur un des lieux du quartier. C'est
c'est cette antiquaire Alaska. Outre le fait que on a envie de tout acheter, les objets sont juste fantastiques. Vous pouvez déjeuner au milieu de ce que vous allez acheter. Vous avez des fauteuils des années 30. Et tout ça dans un ancien garage Peugeot qui donc, il y a quelques années avant l'acquisition de ce lieu, avait été coffré. Je ne sais plus ce que c'était, une banque ou une maison d'assurance. Enfin, ils avaient tout coffré, les piliers, etc. Et c'est le propriétaire qui a tout révélé. Et lorsqu'il a cassé des cloisons, tout ça, il a découvert ces statues de lions qui, en fait, servaient d'écrin à l'exposition de voitures Peugeot. Et ces fameuses mosaïques au sol qui donnent un cachet au lieu juste exceptionnel. Et on avait cette mezzanine où il y avait sans doute voilà, la direction du garage, quoi. C'est pas génial comme lieu? J'adore. Moi, j'adore. Il paraît que vous allez refaire toute la peinture? Ouais, ce serait pas mal. Mais c'est-à-dire qu'il faut tout vider là. Ouais, il va falloir, ouais. Ça mérite. Ça fait Vous 9 pensez ans vous qu'on est là. mettrez combien de temps? On va prendre 3 semaines durant l'été. 3 semaines, ouais. On va essayer de trouver des petits trucs nouveaux, quoi. Ouais. Donner un petit souffle Ouais, génial. tout en restant. Et vous allez essayer de continuer à valoriser un peu tout ça, là, les bas-reliefs? Bah, en tout cas, on n'a pas les moyens de Les restaurer complètement. de restaurer, mais on va essayer de les éclairer un peu plus, les mettre en valeur, mais on va garder le côté un peu abîmé, je pense, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais il n'y a pas moyen de décrocher une subvention Je sais pas, c'est vrai qu'il faudrait des qu'on s'en monuments historiques ou quoi? Parce qu'honnêtement, ça mériterait. Hein. Là, on Ouais, est sur peut-être, un truc... oublié, hein, nous on est arrivé là, personne ne savait, personne n'avait même souvenir du garage, Ah oui. enfin, en tout cas de la concession, parce que c'était là, c'était la vitrine, il y avait tous les ateliers derrière, c'était énorme, hein, ça faisait tout le pâté quasiment, hein, le bâtiment là. Et après le sol, on l'a découvert après ça. Par contre, on savait pas, il y avait du carrelage blanc tout basique dessus, C'est des pas années vrai. de lino. À un moment, c'est pas passager, il y avait plus l'utilité d'avoir 4 mètres de haut, il y Oui. avait pas de magasin qui Parce arrivait qu'il faut chauffer. Ouais, aussi. il faut le chauffer, bien sûr. Puis aussi, pendant longtemps, tout ce qui était mosaïque ou à hauteur sous plafond, on évitait, quoi. Les années 80, on est plutôt en train de cacher ça que Oui. de mettre en valeur. valoriser, ouais. Et maintenant, c'est le contraire. Quand on fait les estimations, quand on va découvrir des choses, Ouais. c'est vrai qu'à des moments, on remet du faux plafond, etc. Et puis en fait, on va naver du carrelage comme Ouais, là, bien comme sûr, vous. Et on retire tout ça quand on fait des travaux. Mais c'est le jackpot. Bah ouais, parce qu'on sait que tout ça, ça a une valeur artisanale de dingue, qu'on ne peut Ah pas bah. le récupérer, on le refaire Impossible, bien sûr. en neuf. Il y a pas On redécouvre l'histoire ouais. d'un Ouais, bien, aussi, ouais. l'âme. Moi, j'ai une petite question, mais pourquoi Ouais. Alaska? Aucune raison. On trouvait ça joli quand Ouais. on a fait ça, on était 4 potes à faire ça. Et je sais pas, il y en a un ami qui proposait Alaska, on a trouvé ça sympa. C'est marrant, il y a des gens, ils viennent plusieurs fois et la première fois, ils voient pas toujours le Ouais. plafond, Oui. alors que je vois Ouais, il que est ça, là, mais, c'est clair. Il est présent. mais il faut lever la tête, quoi. Bah oui, derrière de temps, ça Bah se oui, il y a fait pas. déjà plein de trucs au sol. C'est ça qui fait le charme aussi de Ouais. l'endroit. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps revenir parce que tous les objets ici se vendent. Ouais, exactement. Voilà, faut pas l'oublier. Bon, bah, je vous Bon, bah, remercie super. beaucoup. Merci beaucoup, avec Merci, plaisir. Et à très Benjamin. bientôt. Salut. Merci, salut. Un autre endroit emblématique ici à Rennes, la maison Odorico. Ouais, j'étais fasciné dès que je suis arrivé dans ce quartier, quand j'ai vu cette maison. C'est vraiment un joyau. La façade remplie de mosaïques, avec des étages un peu décalés. Au début, quand je l'ai vu, je me suis demandé à quoi ça servait, mais c'était la maison de Odorico, une famille italienne de mosaïstes. Il y a un rooftop extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une crêperie. Et on déjeune, on mange, on dîne littéralement à l'intérieur d'une maison. Donc, vous reconnaissez encore les pièces, etc. C'est vraiment une maison qui a plein de charme. Et tous les murs sont couverts de mosaïques. mosaïques. C'est vraiment une pépite unique à Rennes, mais en fait assez unique en France. Et j'aime ça de sentir que à Rennes, il y a forcément des joyaux comme la piscine Saint-Georges qu'on peut retrouver ailleurs en France, mais ça, vous le verrez nulle part ailleurs. C'est ces façades, ces mosaïques qui t'ont fait venir à Rennes ou pas? Parce qu'au final, pourquoi t'es arrivé à Rennes? Pas tout à fait, c'est pas tout à fait Odorico. Je ne connaissais pas Odorico avant de venir. Je voulais pas retourner à Paris où j'ai grandi, qui est une ville avec une densité extrême, franchement très forte. J'ai choisi Rennes. Alors je suis né à Rennes, il faut savoir que je suis né ici à peu près par hasard. En fait, mon père, voilà, mon père était de passage ici pour son métier. Et quand j'ai grandi, je me suis dit un jour peut-être que je retournerai vivre à Rennes. Et quand j'ai quitté Rome, où il faisait une chaleur vraiment très lourde, j'ai regardé un petit peu du côté de la Bretagne parce que j'aime bien la fraîcheur de la Bretagne, j'aime bien la côte, j'adore Saint-Malo où on peut s'y rendre en quelques dizaines de minutes. Et quand je suis arrivé à Rennes, j'ai tout de suite trouvé tout ce que j'aimais justement, cette petite simplicité, la nature, la campagne environnante et puis des pépites de ce genre.
En tout cas, merci beaucoup Arthur. Merci à C'était toi, Alice. hyper passionnant. Moi, je pourrais continuer aussi cette discussion Moi et aussi, cette hein. balade ensemble. On a surtout hâte de pouvoir suivre ton actualité et également la prochaine venue du pape en France. Je pense qu'elle est en septembre. Ouais, fin septembre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite à aller voir le compte Insta d'Arthur et également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour les prochains formats. Allez, ciao!